Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, c'est docteur. À chaque fois, je dis, vous êtes jeune et deuxième année, c'est pas madame, c'est docteur. Ah, d'accord. Vous allez être renseigné à partir de la deuxième année que par des médecins, donc c'est docteur. Oui, parce que d'autres, on les appelle monsieur et madame. Oui, c'est pour ça. Non, parce que c'est pas la même chose. Hein. Oui, désolé. Docteur. On commence? Oui, on commence. Alors, vous connaissez normalement, c'est docteur Zemmour, la médecin gynéco. Alors, je vous ai dit, on a parlé antérieurement de l'appareil génital. L'appareil génital féminin. La première partie était axée sur l'appareil, sur les parties internes, donc l'appareil, les organes génitaux internes. Maintenant, on va voir les organes génitaux externes. Donc, à quoi servent ces organes génitaux externes? Je vous ai dit, ça sert justement au coït, donc c'est l'organe de copulation chez la femme, pas que aussi, c'est là où il y aura la naissance, donc le phénomène de l'accouchement. Donc, c'est important aussi de connaître l'anatomie normale des organes génitaux externes. On va commencer par le vagin. Le vagin, c'est l'organe de copulation, donc c'est un conduit musculaire et membraneux. Il s'étend du col de l'utérus jusqu'à la vulve. Donc, il est en continuité avec le col de l'utérus et il se termine au niveau de la vulve. Alors, quelle est son anatomie descriptive? Le vagin, il est situé dans la cavité pelvienne, dans la loge moyenne. Il est médian. Il est situé... Madame, oui. Désolé. Vous n'arrivez pas à suivre? Oui. Y a pas la diapo n'est pas défilée. Anaïs. Anaïs, mademoiselle, vous pouvez défiler. La diapo numéro 3. C'est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vaut mieux l'envoyer pour nous. Envoyez-le s'il vous plaît au délégué. Nous, on va suivre du portable. J'ai envoyé au délégué. Il est envoyé au délégué déjà, ça y est. Il est envoyé au délégué. Je peux continuer? Oui, situation. Oui. Donc, l'anatomie descriptive, le vagin, il est dans la cavité pelvienne. Donc, il baigne au niveau de la cavité pelvienne, dans la loge moyenne. Il est mid-médian. Il y a la vessie qui est limitrophe en avant, le rectum en postérieur. Il est dirigé obliquement vers le haut et vers l'arrière où il s'attache à l'utérus. Donc, en fait, la situation de ce vagin, elle est oblique. Donc, en avant, il y a la vessie, en arrière, il y a le rectum. Il se continue par le col de l'utérus. C'est ça, sa situation anatomique. Sa configuration externe. Donc, c'est un conduit, c'est un canal. Donc, à l'état de vacuité, c'est-à-dire quand il est vide, c'est un canal. Le vagin a la forme d'un cylindre aplati d'avant en arrière. Donc, il a une forme cylindrique. Il est plus ou moins souple, il est élastique et il est contractile et extensible. Pourquoi il doit être souple? Il doit être souple pour permettre le coït. Il doit être souple aussi pour permettre l'expulsion du fœtus. Donc, il est souple et contractile. Il se contracte lors du coït. Et bien sûr, il est extensible, c'est-à-dire sa taille elle va augmenter au fur et à mesure. Par exemple, dans le coït, il va augmenter et aussi dans dans l'accouchement, il est obligé de se dilater pour qu'il puisse y avoir expulsion du mobile fœtal. Il est capable d'épouser la forme de l'organe ou l'objet qu'il contient. C'est-à-dire, par exemple, à l'accouchement, lors de l'accouchement, donc le vagin, il va s'étendre pour pouvoir contenir la tête du bébé et le corps du bébé lors de l'expulsion du bébé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est extensible. Et il a deux faces, une face antérieure, on regarde de la vessie, une face postérieure, on regarde du rectum. Il a deux extrémités, l'extrémité supérieure ou fornix, ce qui est, ça passe sur le, oui. Quand la femme elle est enceinte, est-ce que le bébé, il touche le vagin ou pas? Non. Bien sûr qu'il touche. Comment il sort, ma fille? Le corps, non, après. Avant de sortir, dans les 9 mois.
Avant de sortir. Non, il touche pas le vagin, non. Avant 9 mois, avant l'accouchement, il est au niveau de l'utérus. L'utérus dans la partie de l'utérus, il y a le col. Le col, il est fermé durant la grossesse. Il va s'ouvrir durant l'accouchement. Après, le bébé, il va sortir de ce col et il va parcourir ce vagin pour pouvoir s'expulser au niveau de la vulve. Est-ce que c'est compris, ma fille? Oui, merci. D'accord. Donc, en théorie, durant la grossesse, il est fermé, le col. D'accord? Alors, donc, il a deux extrémités, l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. Donc, c'est l'orifice du vagin qui donne face à la cavité vaginale. Alors, il y a une différence entre les femmes. Donc, la femme, je sais que c'est la même diapo que l'année passée, c'est l'anatomie, ça ne va pas changer, mais c'est l'explication qui va changer. Alors, on a des différences entre femmes vierges et femmes qui n'est pas vierge, la femme qui a eu déjà des rapports. Donc, en fait, l'orifice de ce vagin, il est parcouru par une membrane qui s'appellera l'hymen. Donc, cet hymen, on va en parler. Donc, nous, en tant que gynécologue, chaque fois, ils nous demandent l'examen de cet hymen, est-ce qu'il est intact ou pas. En fait, il y a des hymens aussi qui sont élastiques, donc malgré qu'il y a eu des rapports, ces hymens se dilatent. Alors, il y a aussi des hymens on doit examiner cet hymen. S'il est intact, ça veut dire que la femme n'a jamais eu de rapport. Si cet hymen, il est déchiré, ça veut dire que cette femme, elle a déjà eu un hymen. Donc, c'est le vagin, il se termine par cet hymen-là. Donc, si la jeune fille, la femme vierge, au niveau de l'orifice externe de ce vagin, il y a un repli de la muqueuse qui va s'appeler l'hymen, qui sépare la cavité vaginale du vestibule vulvaire. Donc, il y a plusieurs types d'hymen. Il y a le semi-lunaire, qui a la forme d'un croissant. Il y a l'annulaire, qui présente un orifice central. Là, le cripriforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas perforé. Et il y a le labié, celui qui ressemble à des lèvres, celui qui a une fente vaginale. Voilà, donc vous avez les différents types d'hymen. Donc, c'est quoi cripriforme? Il faut avoir la diapo numéro 6. Cribriforme, ça veut dire crible. Il y a des criblés, c'est-à-dire il y a des petits criblés, des petits trous. Normal. Donc, le cribliforme, donc, il aura du mal à faire le rapport. Donc, ça va être difficile de se faire de se faire déchirer cet hymen-là, ça va être difficile. Le hymen non perforé, donc c'est un hymen qui est fermé, il n'y a pas de passage de règles. Mis à part le coït, il n'y a pas de passage de règles. Il va être responsable d'une pathologie qui va s'appeler hématocolpose. C'est une femme qui va avoir ses règles, mais qui n'aura pas l'extériorisation de ses règles. Ils vont rester coincés au niveau du vagin. On va parler d'hématocolpose. Vous avez l'annulaire, c'est le plus fréquent. Vous avez le denticulé et vous avez le septum. Donc, il y a un hymen qui a un septum à l'intérieur. En fait, c'est différents types d'hymen. Donc, l'anatomie normale de la femme, c'est pas pathologique, c'est différents types d'hymen. D'accord? Alors, quelle est la longueur de ce vagin? Donc, elle est de 7 à 10 cm. Oui. Le non perforé, c'est une pathologie. Bien sûr que c'est une pathologie. C'est une malformation, c'est une naissance. Donc, quand il n'est pas perforé du tout, ça veut dire qu'il va pas passer le sang des règles. Et je vous ai dit, il laisse pas passer le sang des règles, ça veut dire que c'est pas bien. Ça veut dire que le sang, il va rester au niveau du vagin. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? La femme, elle aura des douleurs cycliques et elle sera en aménorrhée et elle peut avoir un sepsis parce que le sang, il va s'accumuler au niveau du vagin. Et on est obligé d'inciser chirurgicalement pour que la femme ait ses règles. D'accord? D'accord, merci, docteur. D'accord. Alors, les dimensions, donc il est de 7 à 10 cm. Son calibre, il est variable. Donc, selon la taille de la femme, une grande femme va avoir un gros calibre, une petite femme, un petit calibre. Ça dépend de la taille de la femme. Donc, il est capable de s'étendre. Les capacités d'extension, de distension, elle est très importante. Cela, c'est dû à quoi? Justement, c'est dû je vous ai dit par rapport au coït, donc ça aussi, là, ça dépendra de la taille du conjoint et aussi, ça dépendra du mobile fœtal. Alors, comment il est constitué, sa configuration interne? Il a une couleur rosée. Nous, comment on l'explore? On explore le vagin avec un appareil qu'on appelle spéculum. On met un appareil métallique au niveau de ce vagin pour l'explorer. Alors,
Sa surface, elle est interne. Il présente des rides, donc il n'est pas lisse, il y a des rides. Il y a des colonnes et des plis transversaux qui régressent progressivement avec l'âge. Chez la femme âgée, généralement, il y a disparition de ces rides, donc il est moins contractile que chez la femme jeune. Alors, les colonnes sont en nombre de 2, antérieure et postérieure. La colonne antérieure plus développée, elle se bifurque en haut, d'accord? Alors, ce vagin, donc, il va subir les modifications hormonales de la femme. Chez la femme jeune, il a beaucoup de striations, si vous voulez. Ces rides, c'est des striations au niveau du vagin. À quoi ça sert? Ça sert à faciliter la progression du mobile fœtal, ça sert à se contracter, et ça sert aussi à, justement, à faciliter le coït. Vous allez voir, quand vous allez avancer dans votre cursus, vous allez voir que la femme ménopausée a des modifications hormonales, mais pas que par rapport aux règles, qu'elle n'aura pas de règles, mais il y a aussi une modification au niveau des organes génitaux internes et externes. Dans l'interne, donc, il y aura une atrophie de l'utérus. L'utérus va devenir plus petit. Dans l'externe, justement, le vagin, il y aura disparition de ces rides. C'est pour ça, la femme, elle aura des difficultés post-coïtales, des difficultés au niveau du coït. Donc, elle aura des difficultés lors de ses rapports. C'est pour ça, la femme ménopausée a beaucoup de problèmes par rapport à ce chapitre de sa vie. Alors, quels sont les rapports? Donc, je vous ai dit, le vagin, il est pelvien à son origine, mais il se termine au niveau du périnée. Donc, il va traverser le hiatus urogénital du diaphragme pelvien. Sa paroi antérieure, donc, je vous ai dit, il y a la vessie. Donc, la vessie et l'urètre. Donc, elle regarde en avant et en haut. Elle présente à considérer 2 segments. Il y a le segment vésical qui s'unit à la paroi de la vessie par le septum vésico-vaginal. Il y a le segment urétral uni à l'urètre par le septum urétro-vaginal et par le sphincter de l'urètre. Donc, vous allez voir le vagin. Donc, il y a la partie antérieure. Vous avez la vessie. Donc, et vous avez l'urètre aussi. C'est tout. Donc, c'est tout simplement ça. À quoi ça sert de connaître ça plus tard? Donc, vous allez avoir des traumatismes au niveau du vagin. Ces traumatismes-là peuvent léser aussi la vessie et l'urètre. D'accord? Vous avez la paroi postérieure. Donc, il y a 3 segments. Le segment péritonéal, rectal et anal. Donc, en postérieur du vagin, il y a le rectum, il y a l'anus. Et donc, tout ça. Pourquoi aussi? Donc, aussi dans l'accouchement, on peut avoir des traumatismes péritonéaux, des traumatismes vaginaux qui peuvent toucher ces différentes parties, donc le rectum et l'anus. Alors, le segment péritonéal recouvert de périthème qui se réfléchit devant le rectum pour former le cul-de-sac recto-utérin. Vous avez le segment rectal, il va s'appliquer sur 4 cm quand le rectum, donc il y a quand même une importante partie où il va se loger sur le rectum, et vous avez le segment anal, donc il y a le centre tendineux du périnée, donc entre le vagin et l'anus, il y a une partie qui s'appelle le centre tendineux du périnée. Il est important ce centre tendineux par rapport à la sangle abdominopelvienne, donc par rapport à l'accouchement, par rapport aussi à la vie génitale de la femme. Alors voilà, donc vous avez la diapo numéro, suivez-moi, donc vous êtes bloqué sur une diapo vraiment, suivez-moi. Donc, est-ce que vous êtes bloqué sur les diapos? Oui, madame, docteur. Si quelqu'un d'autre peut partager l'écran. Vous êtes bloqué. C'est bon, c'est revenu. Vous pouvez continuer. Très bien. Voilà, donc vous êtes sur la diapo numéro 9. Alors, voilà, vous avez le vagin. Donc, c'est cette conduit-là qui se trouve derrière l'utérus. Vous avez en avant de ce vagin la vessie. En arrière, vous avez le rectum. Voilà, donc c'est un simple conduit, mais qui a une importance capitale. De par le coït et la vie conjugale de la femme, de la part de la sortie du bébé, l'expulsion du mobile fœtal. Alors, quelle est sa vascularisation et son innervation? Les artères. Donc, proviennent de chaque côté d'eau et d'en bas des artères utérines, de la vaginale et rectale moyenne. La vaginale longue, elle provient de l'hypogastrie. Les vésico-vaginales, elles proviennent de l'utérine et les cervico-vaginales proviennent de l'utérine. Si je vous pose la question sur laquelle est la vascularisation du vagin, en fait, elle est double.
elle provient essentiellement de la vaginale longue qui est tributaire de l'hypogastrique, donc elle vient directement de l'hypogastrique. Vous avez la vésico-vaginale qui provient de l'utérine et la cervico-vaginale qui provient aussi de l'utérine. Les veines, elles proviennent des veines iliaques internes. Les lymphatiques, donc c'est des nœuds iliaques internes et externes, et les nœuds inguinaux, les nerfs, c'est le plexus hypogastrique. Donc, parce que je me base beaucoup sur l'innervation et la vascularisation, c'est important. Donc, la vascularisation artérielle, je vous ai dit, elle dépendra surtout de la vaginale longue qui est tributaire de l'hypogastrique, de l'iliaque interne, la vésico-vaginale, l'utérine et la cervico-vaginale aussi de l'utérine. Vous avez les veines, elles sont satellites des artères et rejoignent la veine iliaque interne et les lymphatiques, donc je vous ai dit les nœuds iliaques internes et externes et les nerfs des plexus hypogastriques. Voilà. Voilà, donc vous avez la diapo suivante qui va vous parler de la vascularisation. Regardez, donc vous avez l'artère qui va nous donner gastrique, vous avez la vaginale longue, d'accord? Donc, l'utérine qui va nous donner cervico-vaginale et les vésicules va nous donner donc c'est ça la vascularisation du vagin. Docteur, on n'entend pas très bien, ça bug. Je vous posez la question pourquoi. Vous avez l'habitude de... Donc on a beaucoup... Docteur. Donc je vous ai dit pourquoi j'insiste sur la vascularisation. Ça bug, oui. Ça bug, on vous entend pas très bien. Oui, attendez. Et je vais changer alors. Est-ce que vous m'entendez mieux? Si je passe à la Wi-Fi, vous m'entendez mieux? Là, on vous entend. Oui. C'est mieux, merci. Oui. Donc, je vous ai dit pourquoi nous, en tant qu'obstétriciens et en tant que chirurgien gynécologue, pourquoi on s'attarde beaucoup plus sur la vascularisation. Bon, c'est important de connaître la conformation et les rapports, mais aussi c'est très important de maîtriser la vascularisation du point de vue anatomique, parce que quand vous allez plus tard exercer, donc surtout pour celui qui fera de la chirurgie, donc vous devez connaître quel organe il est irrigué par quoi. Parce qu'en cas de saignement, si vous n'arrivez pas à juguler le saignement, vous pouvez aller à l'origine. Donc là, si je vous dis j'ai déjà eu des patientes qui ont des saignements cataclysmiques au niveau du vagin, si je vais ligaturer l'hypogastrique, je vais réussir à irriguer moins le vagin, vu que la vascularisation du vagin, elle dépend de quoi? Elle dépend d'abord de la vaginale longue qui vient directement de l'hypogastrique, et vous avez l'utérine qui vient aussi de l'hypogastrique, l'utérine qui va nous donner les cervicaux et les vésico-vagines. Est-ce que c'est compris? Donc retenez ça. Donc les nerfs, ils sont généralement plutôt les veines satellites des artères, et les ganglions, donc c'est l'iliaque interne. D'accord? C'est important. Donc souvenez-vous, le vagin, c'est un conduit musculaire. Donc sa taille de 7 à 10 cm. À quoi il sert? Donc il sert, c'est surtout pour le coït, pour l'expulsion du mobile fœtal, les rapports antérieurs et postérieurs, vascularisation, innervation. Je vous ai parlé un petit peu de pathologie. Donc j'espère que c'est bien ancré à votre tête pour le vagin. On va parler de la vulve. Alors, la vulve. Alors, c'est quoi la vulve? La vulve, c'est la partie des organes génitaux externes qui est accessible à la vue. Donc, la vulve désigne l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Donc, ce qui est accessible à la vue, elle se présente comme un saillie ovalaire, avec une fente médiane. La vulve, elle comprend quoi? Elle comprend des replis tegumentaires, c'est les lèvres. Un espace médian, c'est la fourchette, c'est la fente vulvaire, limitée par les petites lèvres. Il y a les organes érectiles et les glandes vulvovaginales. Donc, il y a les grandes, les petites lèvres, la fente ou l'ouverture vulvaire, les organes érectiles et les glandes vulvovaginales. Les organes érectiles, ça sert, on va le voir. Donc, la diapo suivante, vous avez les grandes, les petites lèvres, vous avez l'orifice vaginal, vous avez les organes érectiles et
vous avez surtout aussi les glandes vulvo-vaginales. Donc, voilà donc le monde de Vénus. Donc, voilà les grandes lèvres, les petites lèvres. Diapo suivante. Madame, ils sont Le où ici l'organe clitoris? Ah, ils sont ici. Il est en haut, le clitoris. Il est en haut. Le petit bouton, le petit cercle là, le clitoris, le petit bouton, le petit cercle là en haut, c'est le clitoris. C'est l'organe érectile par excellence chez la femme. D'accord? On va développer. Alors, quelle est l'anatomie descriptive de cette vulve? Donc, vous avez le mont du pubis ou mont de Vénus. C'est une saillie médiane triangulaire à sommet inférieur située devant la symphyse pubienne, constitue une élévation du tissu adipeux recouverte de peau et de poils. Donc, ce qui est juste en haut. Vous avez les grandes lèvres. Ces deux replis cutanés qui limitent la fente vulvaire. Donc, elles sont de 8 cm à 1 cm de largeur. Donc, la face interne de couleur foncée est recouverte de poils. Sa face interne, elle est lisse et rosée. Donc, vous avez le mont du pubis, ce qui est triangulaire en avant, en haut par rapport justement au clitoris. Vous avez les lèvres, les grandes lèvres. C'est des replis cutanés, donc qui limitent la petite fente vulvaire. Ils sont de couleur foncée et recouverts de poils, donc à la face interne, lisse et rosée à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc vous avez l'anatomie de la vulve, donc la diapo suivante. Vous avez les grandes lèvres, les petites lèvres, la glande de Bartholin, on va le voir, l'anus, le clitoris, l'orifice de l'urètre, les orifices vaginaux, l'orifice vaginal et le périnée, donc on va le voir aussi. Alors, vous avez le mont de Vénus, la diapo suivante, là j'ai beaucoup d'illustrations, donc vous avez une commissure antérieure, vous avez le capuchon clitoridien, la glande clitoridienne, on va développer tout ça. Vous avez l'orifice urétral. Ce que vous voyez là en forme presque de T, ça c'est le comment ça s'appelle? Ça c'est l'hymen. Ce que vous voyez rosé à l'intérieur, donc c'est l'hymen. Là, il est de forme de trèfle à 3 feuilles, donc ça c'est son hymen. Alors vous avez l'orifice vaginal, la fourchette, le périnée, l'anus. Vous avez tout ça, c'est les organes génitaux, c'est la vulve. D'accord? Donc, on va tout développer. Vous avez les petites lèvres, les deux replis cutanés plus minces que les grandes lèvres. Donc, elles sont de 3 cm. Elles sont dépourvues de poils et de tissu adipeux. Donc, je reviens, vous avez les grandes et les petites lèvres. Donc, elles sont un petit peu à l'intérieur. Donc, elles mesurent 3 cm. Il n'y a pas de poils au niveau des petites lèvres. Il n'y a pas de tissu adipeux. La face interne est séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial. Donc, vous avez les grandes lèvres, les petites lèvres. Il y a entre elles le sillon interlabial. Alors, vous avez les organes érectiles. Donc, la face interne des deux petites lèvres délimite le vestibule. Donc, est-ce que c'est compris? Donc, il n'y a rien vraiment à vous expliquer. Donc, vous avez le mont du pubis qui est triangulaire juste en avant. Vous avez les grandes lèvres et vous avez les petites lèvres. Donc, c'est juste de la description, donc de couleur rosée, les petites lèvres. Les grandes lèvres, elles ont deux parties, une partie qui est dépourvue de poils et une partie où il y a des poils. Les grandes lèvres, elles sont à peu près de 8 cm. Les petites lèvres, elles sont de 3 cm. Entre les deux, entre les grandes et les petites lèvres, il y a le sillon interlabial, c'est-à-dire le sillon interlèvre. Vous avez en quatrième position les organes érectiles. Les organes érectiles, donc vous avez un organe médian, c'est le clitoris, pour celle qui m'a posé la question sur le clitoris. Et vous avez les deux organes latéraux, c'est les bulbes vestibulaires. Le clitoris, c'est l'homologue du corps caverneux chez l'homme. Il va comprendre deux piliers, un corps et un gland. Donc, ça ressemble au corps caverneux chez l'homme. Alors, les bulbes vestibulaires, ils sont analogues au corps spongieux chez l'homme. Ils ont été dédoublés par l'interposition du vagin. On va parler un petit peu du clitoris. Au niveau de la vulve, le clitoris, c'est la petite saillie là, cylindrique qui est en haut. C'est un tissu érectile riche en terminaisons nerveuses, donc c'est l'organe de plaisir chez la femme. Situé à la jonction des petites lèvres, il mesure à peu près 2 cm de longueur et 6 mm de calibre. En fait, il est enroulé, donc en fait, c'est-à-dire qu'on forme des lys en réalité. Le prépuce du clitoris, c'est une couche cutanée, se trouve au point de rencontre des petites lèvres et recouvre le corps du clitoris.
La partie exposée du clitoris, c'est le gland. Donc, la partie qu'on voit, c'est le gland. Et c'est l'homologue féminin du pénis. D'accord? Le clitoris, donc, c'est une petite saillie qui est à peu près de 2,5 cm sur 6 mm. Donc, le prépuce de ce clitoris, il a une couche cutanée, donc, qui va rencontrer les petites lèvres. D'accord? Voilà, donc, vous avez l'anatomie de ce clitoris. D'accord? Anatomie descriptive du clitoris. Vous avez le bulbe vestibulaire, vous avez le méa, donc voilà, vous avez le pilier du clitoris, vous avez le corps caverneux, d'accord, et le gland, d'accord. Donc c'est l'organe du plaisir chez la femme. Alors vous avez un autre schéma du clitoris. Vous avez le corps caverneux, donc qui est égal à son homologue chez l'homme, et le gland aussi qui est la même chose que chez l'homme. On va parler du bulbe vestibulaire. Alors, le vestibule, c'est la dépression limitée par les faces internes des petites lèvres et le clitoris. Il présente de haut en bas le méa urétral, l'orifice médial arrondi, situé à environ 2 cm en arrière du clitoris, l'orifice vaginal fermé chez la femme vierge par l'hymen. Alors, vous avez les glandes vestibulaires. Les glandes vestibulaires, vous avez deux types. Donc, vous avez les glandes mineures, vous avez situées à la surface des formations labiales. Vous avez les glandes para-urétrales, c'est les glandes de Skene. C'est des glandes urétrales dont les conduits s'ouvrent au voisinage de l'ostium externe de l'urètre. Tout ça, c'est des glandes qui facilitent le coït. Donc, leur job, c'est dans le coït. Donc, il y a sécrétion de certaines substances qui vont faciliter le coït. Vous avez les glandes majeures, c'est les glandes de Bartholin. Donc, elles sont situées au niveau de l'orifice vaginal de part et d'autre. Elles vont sécréter au moment des rapports un liquide qui va lubrifier, qui va faciliter le coït, donc au niveau du vestibule vaginal. Et ces glandes de Bartholin, elles sont le siège aussi d'une infection qu'on appellera bartholinite. D'accord? Voilà donc ce que vous avez, les vestibules vulvaires. Vous avez les glandes de Bartholin. Donc, on est obligé de faire une petite chirurgie par rapport à ça. Diapo suivante, vous avez les glandes, l'orifice des glandes de Skene et l'orifice des glandes de Bartholin. Oui. Docteur, j'ai une petite question. Oui. C'est par rapport aux règles menstruelles. Par où elle ressort par où? Elle ressort par le vagin, ma fille, par l'hymen, le vagin et l'hymen. Donc, elle est perméable. Donc, chez la femme. Elle est perméable. C'est rare ou c'est pas perméable, ma fille? Donc, bien sûr. Regardez, ce que vous voyez là sur cette diapo, c'est une femme vierge, d'accord? C'est un hymen intact. Vous savez, c'est quoi une femme qui n'est pas vierge? C'est cette partie-là qui est coupée. Est-ce que tu as compris? Oui, madame. C'est l'hymen qui est coupé. Quand elle n'est pas vierge, oui, c'est l'hymen qui va se déchirer par le rapport. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci. Et là, vous avez ces glandes-là, glandes de Bartholin et glandes de Skene. Quand il y a un rapport, donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a des produits, des substances qui vont être sécrétées par ces glandes-là pour faciliter le coït. Après, quand il n'y a pas ces substances-là, donc il y aura pas la pénétration ne va pas être adéquate. Donc, c'est pas possible. Est-ce que c'est compris? Alors, oui, docteur. Continue. Voilà. Donc, c'est le dernier diapo. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au coup. Oui? Ça coupe où? J'ai pas compris. C'est bon, c'est la dernière partie. Non, je vous ai dit, vous avez dit que... Ok, reviens sur la diapo. Regarde, tu vois là où c'est écrit, là, ce qui est ouvert. Oui. Le trou là. C'est la paroi de ce trou qui va s'ouvrir. C'est ça la virginité quand une femme perd sa virginité. Donc là, ça va se déchirer. Je vais vous envoyer à votre délégué un hymen déchiré, vous allez voir la différence, d'accord? D'accord, merci madame. Sinon, elle vous donne mon WhatsApp, je vais vous envoyer directement, il n'y a pas de souci, si ça vous intéresse, d'accord? Donc, on peut faire le cours du périnée, c'est possible? Oui, madame. Oui. Alors, elle peut partager. Est-ce que vous avez des questions? Madame, pour la dernière image,
La femme, elle est stérile ou non? Non, pourquoi elle est stérile? À propos de ce petit trou-là, est-ce que il est naturel ou non? Bien sûr, c'est naturel. C'est ça, le conduit vulvaire. C'est ça, l'orifice vaginal, c'est ça. Oui, d'accord. D'accord. C'est ça. Là, elle est vierge, la femme. Mais si elle n'était pas vierge, elle aurait été déchirée. Et là, ça aurait été pas le même aspect. On a ramené une photo d'une femme vierge. D'accord? D'accord. Donc, cette image, madame, elle est vierge, la femme, là. Bien sûr, elle est vierge, oui. D'accord. Oui. Madame, c'est le même coup que l'année passée. Le périnée. Oui. Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait le périnée l'année passée, non? Non, c'est pas le même. C'est pour ce cours-là que c'est le même normalement. Vous allez l'envoyer. L'année passée. Je vous ai envoyé. Oui, on l'a. Sinon, on a le drive de l'année passée si on veut le voir par nous-mêmes. Je ne connais pas le drive de l'année passée. Non, du périnée, je ne l'ai pas, je ne sais pas. Oui, le